Bien. Alors, notre premier intervenant, c'est Philippe Cabestan, que tout le monde connaît, mais selon la formule consacrée, on le représente quand même. Hein. Donc, il est... Pourquoi pas Donc, il est professeur de philosophie en classe prépa à Janson de Sailly. C'est le président de notre association, l'École française de Design Analyse. C'est l'organisateur de cette journée quand même, hein, il faut bien le noter. Avec la collaboration de Guy Risbeck. Oui, ouais. Juste logistique. Bon, il est auteur de nombreux articles et de quelques livres, dont certains sont consacrés à Jean-Paul Sartre, bien entendu. Et le titre de son intervention, s'il n'a pas changé, hein, c'est Joseph Parnasse et le phénomène de comptabilité en partie double. Philippe, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, deux informations qui n'ont pas grand-chose à voir avec ma propre intervention. Deux informations. La première, c'est que ceux d'entre vous qui souhaitent revoir les interventions, puisque tout est enregistré, les vidéos seront disponibles dans 3-4 jours sur le site de la chaire de philosophie de Sainte-Anne. Mais pas avant 3-4 jours, parce qu'il y a un certain délai. Et puis, deuxième information, mais je crois que ça va de soi, parce que tu l'as dit, je suis professeur donc, de philosophie, et j'ai un peu honte de parler de psychiatrie, alors que ce n'est pas du tout mon domaine. Et donc, je vous demande de bien vouloir excuser les balourdises que je peux dire en ce qui concerne la psychiatrie, puisque, effectivement, pour moi, je n'ai pas de contact d'expérience clinique, bien sûr. Hein. Je tiens à le dire, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. Et effectivement, me suis passionné tout à fait vraiment pour les travaux de Joseph Parnasse et ses différents textes, donc de l'école de Copenhague, et notamment pour ce phénomène dont on a déjà parlé ce matin, alors phénomène de comptabilité en partie double, il y a différentes traductions qui ne sont pas toujours satisfaisantes, puis même l'expression elle-même, comme quelqu'un le disait, je crois que c'est Bernard qui le disait ce matin, Bernard Pachou, au fond, c'est étrange comme dénomination, hein, compte tenu de ce que ça recouvre, de ce qu'elle est censée désigner. Hein. Alors, mon point de départ sera un point de départ très philosophique, presque un peu scolaire. C'est un passage des Méditations métaphysiques qui a suscité une grande polémique, notamment entre Michel Foucault et Jacques Derrida. C'est un passage des Méditations métaphysiques de Descartes, donc, passage dans lequel Descartes évoque de manière tout à fait saisissante la folie. Et il évoque le cas donc de ces insensés, dit-il, je le cite là, dont le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Alors, c'est un passage vraiment très célèbre, hein, qui a suscité, comme je vous le disais, toute une polémique. Ici, il y a juste un point que je voudrais souligner. Je laisse de côté la théorie des humeurs, l'explication à partir des noires vapeurs de la bile, c'est pas ça qui m'intéresse, même si ce serait intéressant. Ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est sur l'idée communément admise et reprise par Descartes. L'idée communément admise sur laquelle, au fond, les fous confondent le réel et l'imaginaire. Et ils se rapporteraient à l'imaginaire comme s'il était réel. Cette description, cette remarque, je l'emprunte à quelqu'un que vous connaissez, c'est Louis Sas, qui a écrit un ouvrage tout à fait important justement sur la folie. Et le fou assure justement qu'il est vêtu d'or et de pourpre alors qu'il est tout nu. Voilà. Je ne développe pas, mais j'évoque cette description, j'évoque cette thématique parce que précisément, ce qui me semble intéressant dans la notion de double bookkeeping, donc de comptabilité en partie double, c'est de remettre en question cette idée. Et on l'a dit ce matin, cette notion de comptabilité en partie double, elle n'est pas tellement reprise par ce qu'on peut appeler la psychiatrie mainstream, c'est-à-dire par la psychiatrie qui est à la manœuvre derrière le DSM. Elle n'est pas reprise non plus, ça m'a frappé, et peut-être que
pourrait me répondre dessus, Joseph Parnasse pourrait m'expliquer, elle n'est pas non plus reprise par un certain Sean Gallagher, que certains d'entre vous connaissent ici, qui considère que c'est un phénomène relativement rare. Là, j'étais un peu surpris. Mais cette notion de comptabilité en partie double, en fait, est relativement ancienne. Elle remonte, comme vous le savez, peut-être à Eugen Bleuler. Eugen Bleuler, qui donc introduit dans son fameux livre de 1911, intitulé donc La démence précoce ou le groupe des schizophrénies, il introduit cette notion. Alors, en allemand, c'est celle de Doppelte Buchführung, ce qui est à peu près l'équivalent de comptabilité en partie double. Ça, il n'y a pas de problème de traduction. Mais curieusement, Bleuler introduit cette notion dans un ouvrage qui est plutôt écrit en troisième personne. Bleuler l'introduit, mais il ne l'explicite pas vraiment, il ne la développe pas. Et ce que veut simplement souligner Bleuler, c'est que ces patients vivent non pas dans un seul et même monde, mais ils vivent à cheval dans, plutôt dans deux univers parallèles, dans deux mondes parallèles, et ces deux mondes sont relativement séparés. C'est ça qui est curieux. Et je reprends deux exemples de Bleuler pour qu'on s'entende bien. Bleuler nous dit, par exemple, une patiente hospitalisée affirme que les médecins et les infirmières de l'hôpital essayent de la torturer et de l'empoisonner. Pourtant, lorsque sonne l'heure du repas, cette conviction ne l'empêche nullement de se rendre à la cantine et de manger ce que c'est, alors je mets mêmes infirmières, ce même personnel, le même je le mets entre guillemets, parce que c'est pour nous. Mais en tout cas, ce qui est curieux, c'est que cette personne, ce patient, n'éprouve aucune difficulté à manger, et donc ce que lui donnent les infirmières qui sont supposées l'empoisonner. Un autre exemple de Bleuler, c'est celui d'un patient qui affirme que les gens autour de lui sont des fantômes ou des automates. Mais ce même patient ne leur adresse pas moins la parole comme à des personnes réelles. Et puis, troisième exemple célébrissime, puisqu'il faut à ce propos toujours citer le plus célèbre fou de l'histoire de la psychiatrie, Schreber. Schreber lui-même a une formule magnifique lorsqu'il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et il indique bien cette idée de Doppelte Buchführung, de comptabilité en partie double. Et donc, la question, oui, bien sûr, c'est une référence à Jésus-Christ, les paroles de Christique, bien sûr, bien sûr. Et donc, la question est celle-ci, c'est comment une telle dualité d'appartenance à deux univers parallèles est-elle possible? Quel est précisément, d'un point de vue phénoménologique, bien sûr, quel est le statut de cet autre, est-ce que je peux dire monde? Ah, ça c'est problématique. Autre monde, autre scène, autre théâtre, difficile. En bref, quel est le statut de cet autre monde, entre guillemets, dans lequel les gens sont des bourreaux, alors que par ailleurs, c'est-à-dire dans le monde commun partagé, dans le monde commun socialement partagé, il s'agit de médecins ou d'infirmières ou d'infirmiers. Et encore une autre formulation de la question, est-ce que ces malades souffrent seulement, comme on le dit communément, d'un déficit de la perception de la réalité? Ça, c'est la formule habituelle. Ou bien est-ce qu'il ne s'agit pas de toute autre chose? Et ce qui me semble intéressant, c'est que justement, l'idée d'un déficit de la perception de la réalité, elle ne tient pas la route. Elle n'est pas, même si elle est communément admise, on va le voir très, très rapidement, on ne peut pas la garder. Mais reste néanmoins à parvenir à cerner phénoménologiquement ce phénomène de comptabilité en partie double en tant que noyau de l'expérience délirante. Et ici, dans mon propos, je vais privilégier, même si le phénomène de comptabilité en partie double peut s'appliquer aussi à l'hallucination, comme on l'a vu ce matin, ici, je vais privilégier le phénomène de comptabilité en partie double avec l'expérience délirante. Et je vais m'appuyer pour mon propos sur trois articles. Trois articles, je ne vais pas les citer à chaque fois. L'un est publié en 2017 par Hélène Stephenson, qui est ici présente, par Joseph Parnasse, et je donne le titre en français. Qu'est-ce que les troubles du soi dans la schizophrénie nous apprennent quant à la nature de la subjectivité? Une enquête psychopathologique. Le deuxième article sur lequel je m'appuie est un article de septembre 2020, publié par Joseph Parnasse
Annick Hofer-Parnasse, que nous avons entendu ce matin, et puis à nouveau Helen Stephenson. Il est intitulé « De la comptabilité en partie double et le spectre de la schizophrénie, la conscience phénoménale divisée et unifiée ». Et puis, troisième article de 2023, donc tout à fait récent, qui est signé par Helen Stephenson et Annick Hofer-Parnasse et Joseph Parnasse, est intitulé « La comptabilité en partie double dans les troubles du spectre de la schizophrénie ». Voilà les trois articles. Si vous le souhaitez, je peux vous les... On dit forwarder maintenant, les transmettre, parce que je les ai sur mon ordinateur. Et je voudrais tout de suite, pour la clarté de mon propos, indiquer la ligne directrice de celui-ci. C'est que pour Joseph Parnasse, pour cette école de Copenhague, ce phénomène donc de comptabilité en partie double implique non pas un déficit de la perception, de la réalité, mais, et c'est ça que j'aimerais arriver à comprendre, une altération beaucoup plus profonde et plus globale de la structure de la subjectivité et de l'expérience du monde. Et c'est ce point que j'aimerais arriver à élucider. Ici, on peut penser à l'idée de trouble générateur qu'on peut emprunter à Minkowski, l'idée qu'il y aurait un trouble générateur qui permettrait de saisir, peut-être pas complètement, mais en partie, ce phénomène de comptabilité en partie double. Et pour Parnasse, Joseph Parnasse, cette altération ne serait pas du tout contingente, ce ne serait pas un trait contingent de la schizophrénie, mais au contraire, ce serait vraiment une caractéristique fondamentale de la schizophrénie qui se manifesterait notamment dans les formes non aiguës de la schizophrénie. Parce que dans les formes aiguës, justement, tend à s'estomper ce phénomène de comptabilité en partie double. Alors d'abord, je vais procéder en deux temps. Premièrement, je vais décrire, je dirais, le phénomène lui-même, l'expérience délirante qu'il implique. Et puis après, dans un deuxième temps, je voudrais expliciter, puis peut-être envisager d'une manière un peu critique l'interprétation par Joseph Parnasse de ce phénomène. Alors d'abord, soyons très descriptifs, très simples. Le premier trait que je voudrais souligner, c'est que le patient psychotique, schizophrène, a toujours conscience de ce qui se passe dans le monde socialement partagé, ou monde commun. On pourrait dire aussi le monde de la vie. En ce sens-là, on ne peut pas parler de déficit de la perception de la réalité. Il a conscience. Il n'est pas enfermé dans son monde, entre guillemets, mais ce malade ou ces malades peuvent vivre simultanément dans deux mondes. Et plus exactement, pour être plus rigoureux du point de vue du vocabulaire, on pourrait dire qu'ils vivent sur deux niveaux de réalité, pour éviter de prendre le concept de monde. Ils vivent sur deux niveaux de réalité. Le premier niveau de réalité correspond à notre monde socialement partagé, avec sa compréhension implicite des lois de la nature et son principe de non-contradiction. Ça, c'est le monde que nous partageons. Et puis, il y a un second niveau de réalité qui, lui, est strictement privé. Parfois, on utilise l'adjectif de solipsiste. Ce monde privé, ce théâtre privé, lui, ne respecte pas les contraintes spatio-temporelles du monde partagé. Il ne respecte pas non plus l'exigence de non-contradiction qui caractérise notre monde, on pourrait dire intersubjectif. Et ce qui est important, c'est que ces deux niveaux de réalité ne peuvent pas s'articuler l'une à l'autre. Ce qui est frappant, ce qui est une donnée fondamentale de notre monde socialement partagé, c'est que tous les phénomènes, tous les étangs intramondains, pour m'exprimer autrement, tous les phénomènes qui ont lieu, qui se situent dans ce monde socialement partagé, peuvent s'articuler, ne serait-ce que spatialement ou temporellement, les uns par rapport aux autres. Et là, ce qui est curieux, justement, dans ces deux niveaux de réalité, c'est l'impossibilité d'une articulation. Il y a bien un gouffre, un abîme entre les deux. J'ajouterai deux autres traits descriptifs qui concernent plus la genèse et le contenu du délire et de l'expérience délirante. Premier trait, le délire, bien sûr, ne tombe pas du ciel. Il ne tombe pas du ciel, mais il semble, et c'est une thèse qui me semble très bien intéressante, de Joseph Parnasse, il me semble qu'il se développe à partir d'une expérience affective, d'une expérience pathique, qui serait comme l'embryon du délire. Et Joseph Parnasse cite le cas d'un patient schizophrène qui rencontre un vieil ami dans un parc d'attractions à Copenhague et qui est tout d'un coup submergé par un sentiment global d'intense bonheur. Et sur le chemin du retour,
nous dit Parnasse, il est soudain habité par l'idée qu'il est appelé à apporter la paix dans le monde. Là, on a les deux séquences. Il y a un deuxième trait qui caractérise l'expérience et le délire schizophrénique. Deuxième trait, ça concerne le contenu du délire. Parce que comme on vient de le voir avec ce premier trait, le contenu du délire dans la schizophrénie est souvent en rapport avec des perspectives, on va dire, métaphysiques religieuses, voire eschatologiques. Le patient, par exemple, est appelé à sauver le monde. Le président Schreiber, de son côté, aspire, comme vous savez, à être l'unique centre conscient de l'univers. Et à ces deux traits du délire schizophrénique, on peut ajouter celui bien connu depuis Jaspers, celui de l'incorrigibilité, de l'infaillibilité du délire. Infaillibilité bien spécifique de la conscience délirante, qu'aucune objection ne saurait ébranler. Et autre dernier trait que j'aimerais souligner, c'est ce qu'on appelle parfois l'apragmatisme de la conscience délirante, ou encore l'inconséquence délirante. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est le cloisonnement des deux réalités, des deux niveaux de réalité, de telle sorte que le délire schizophrénique se caractérise par une absence d'action dans le monde commun, dans le monde socialement partagé, qui pourrait être dicté par la conviction délirante. Et donc, pour résumer tout ça, je dirais que l'expérience délirante, le délire, est vécu avec une conviction absolue. Ça, c'est l'infaillibilité. Une conviction absolue. Le délire est incorrigible et pourtant, il n'est pas mis en acte. Et là, il y a un paradoxe. Comme s'il ne pouvait pas s'introduire dans le monde socialement partagé, le monde commun. Et à partir de là, il me semble qu'on peut distinguer entre deux types de délire au moins. Le délire, on va dire, schizophrénique et le délire paranoïaque. En effet, et là je reprends certains éléments des textes que j'ai cités, le délire schizophrénique s'impose à la manière, et Georges Charbonneau l'a souvent cité, il s'impose à la manière d'une révélation. Il s'impose à la manière d'une révélation, alors que le délire paranoïaque fait l'objet d'une progressive élaboration. La temporalité n'est pas la même. Et surtout, loin de se rapporter à une autre réalité, loin de se rapporter à un quelconque théâtre privé, le délire paranoïaque s'inscrit dans le monde socialement partagé. Il s'inscrit dans le monde intersubjectif. Monde dans lequel le malade agit conformément à sa conviction délirante. Et je reprends un exemple, ou plutôt deux exemples qui permettent d'illustrer cette opposition entre expérience délirante schizophrénique et expérience délirante paranoïaque. C'est deux cas. Le premier, c'est une femme de 50 ans qui vit chez elle et qui a l'impression que l'eau du robinet est toxique. Et donc, elle passe son temps à écrire au maire, à ses adjoints, au service des eaux de la commune, etc. Et elle finit par se persuader qu'elle est l'objet d'un complot dont le maire, ses adjoints, les services de la commune sont partie prenante. Là, on est dans un cas de figure, évidemment paranoïaque. Le second cas, c'est le cas d'une patiente qui, elle aussi, est convaincue de la toxicité de l'eau, mais elle n'écrit pas, elle ne se plaint pas. Simplement, elle se contente d'exposer l'eau à l'air frais dans un récipient avant de la boire. C'est tout. Et donc ici, on voit bien que la comptabilité en partie double caractérise non pas la psychose en général, mais elle caractérise en tout cas un certain type de psychose, qui est justement ce sur quoi on réfléchit, c'est-à-dire la schizophrénie. À partir de ce premier moment descriptif, je voudrais vous proposer et exposer, j'espère que je l'ai bien comprise, l'interprétation de ce phénomène par donc l'école de Copenhague. Ici, ce qu'il faudrait arriver à comprendre, et je vais décomposer par étapes mon explication, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est de quelle manière ou en quel sens la schizophrénie est liée à un changement fondamental dans la structure de la subjectivité. Et pour bien comprendre ce point, je vais introduire deux éléments que je vais exposer successivement ou séparément. Après, on les articulera. Le premier élément, c'est
la question, la possibilité d'un dédoublement de soi, de telle sorte que, pour reprendre le titre d'un des articles, la subjectivité est à la fois unifiée et divisée. Et d'autre part, le deuxième élément que je voudrais aborder, c'est la question de l'affectivité, l'affectivité comme essence de l'ipséité ou soi. Je ne distingue pas ici entre ipséité ou soi, j'en ai pas besoin. Commençons alors par le premier élément. Le premier élément, donc, en fait, fait écho, c'est bien connu, au terme schizophrénie. Schizophrénie, il y a bien l'idée d'une division du soi, qui peut prendre différentes formes et qui est en fait l'objet d'un certain nombre de malentendus. D'une manière très générale, cette division, je dirais, et là je laisse de côté très provisoirement la psychopathologie, d'une manière très générale, la division du soi est une possibilité, je dirais, fondamentale de la conscience. En tant que toute conscience, je dirais, est présence à soi. Être présent à soi-même, c'est une formule que j'emprunte à Sartre. Être présent à soi, c'est effectivement être à distance de soi. C'est ce que, pour ceux qui ont lu L'être et le néant, c'est ce que Sartre appelle la conscience, entre parenthèses, de soi. Et ça, c'est cette division fondamentale qui est constitutive de la conscience. Il ne peut pas y avoir une conscience sans présence à soi. Par exemple, je souffre, j'éprouve de la douleur, j'ai conscience de souffrir. Quand bien même, l'attitude ne serait pas une attitude réflexive. La réflexivité impliquant une division plus prononcée du rapport à soi. Et il faut prendre garde ici, et ce qui est intéressant, c'est que Sartre le souligne très très bien dans L'être et le néant, et pour ça, c'est des très belles pages précieuses de L'être et le néant, c'est que cette division du soi n'implique jamais qu'une quasi-dualité. Certes, il y a un rapport à soi, et c'est ça le soi, c'est un rapport à soi. Mais ce rapport à soi n'implique pas qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait deux soi, bien sûr que non. Et donc il faut penser ici la division dans l'unité, ou l'unité dans la division comme vous voulez. Et ce que Sartre montre, c'est comment, dans une attitude réflexive, dans la réflexion, cette conscience de soi prend une forme nouvelle, de telle sorte que, effectivement, il y a un autre rapport à soi, qui est un rapport réflexif à soi, de telle sorte que la distance est plus grande. Parce que je peux être présent à moi-même tout en faisant, par exemple, ma conférence, et puis je puis prendre une attitude réflexive. Et cette attitude réflexive, à ce moment-là, a pour objet moi-même en tant que faisant ma conférence. Et donc ici, effectivement, mais à chaque fois, il n'y a qu'une quasi-dualité. Il n'y a pas deux. Et donc il faut bien comprendre que parler de division du soi ne veut pas dire, ce n'est pas comme dans le livre de Stevenson, Mr. Hyde, Dr. Jekyll and Hyde, ça c'est un roman, ça c'est autre chose, qui est très amusant, mais c'est pas ce dont nous parlons. Oui. Et donc je reprends, dans le cas de la schizophrénie, de même, la division, en anglais ce serait split, en allemand on pourrait dire Spaltung, la division du soi, dans le cas de la schizophrénie, n'aboutit jamais qu'à la formation de deux quasi-sujets. Il n'y a pas de deux quasi-sujets. Et donc on a un quasi-dédoublement qui correspond, par exemple, à la distinction entre ce qui arrive au patient et qui constitue son monde privé. Là, je retrouve mon phénomène de comptabilité en partie 2. Et donc, ce quasi-dédoublement peut correspondre à, d'une part, ce qui arrive au patient et qui constitue son monde privé, et ce qui arrive au patient et qui relève du monde intersubjectif. Mais il n'y a qu'un seul patient. Même s'il y a une dualité, mais dualité sur fond d'unité. Et donc, il y a dans l'expérience du patient une part, on va dire, qui est incommunicable, ou difficilement communicable, qui relève peut-être de l'indicible, on a vu cet aspect ce matin, en tout cas aux autres, tandis qu'il y a une autre part, même si elle a perdu son évidence naturelle au sens de Blankenburg, il y a une autre part qui peut être partagée avec les autres et qui relève donc du monde commun. Alors, évidemment, cette division du soi peut prendre différentes formes dans la schizophrénie. Il y a une forme qui est tout à fait intéressante, qui a été soulignée par Louis Sas, c'est ce qu'on appelle l'hyper-réflexivité, ou hyper-introspection, qui implique une non-coïncidence à soi, au sens ici d'une mise à distance de soi,
voire d'une réification, où il y a un terme que j'aime beaucoup, qui est en fait, qu'on retrouve en anglais, c'est l'idée d'une altérisation. C'est alterization en anglais avec un Z. C'est ce concept qui est très, qu'on a entendu ce matin avec Georges Charbonneau, étrangéité. Il me semble qu'on peut, c'est peut-être mieux de parler d'altérisation. C'est une altérisation du soi. Prenons un exemple pour bien savoir de quoi on parle. Par exemple, un malade se plaint de n'être plus lui-même, de n'être plus dans son corps, de marcher comme une machine et de n'être pas celui qui marche. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque ce malade dit qu'il marche comme une machine, il y a bien une réification, une altérisation du soi, puisque alors c'est lui, c'est pas lui qui marche, et en tout cas, il ne se reconnaît pas comme celui qui marche. Et donc on retrouve bien ce phénomène de mise à distance, de réification et d'altérisation. Mais évidemment, cette division du soi peut prendre également la forme d'un soi qui surveille et contrôle en permanence le soi qui est en relation avec les autres. C'est une autre possibilité. Il y a d'une part le soi qui est en relation avec les autres, qui partage le monde commun, et d'autre part un soi qui est en permanence contrôle, voire dicte au soi qui est en relation avec les autres ses paroles, ses propos. Et cela conduit parfois un patient schizophrène à dire qu'il y a en lui deux moi. Un moi extérieur qui est avec les autres et un moi intérieur qui le contrôle par derrière, au point de dicter donc ce que le malade doit répondre aux autres, etc. Et qui serait alors le vrai moi, mais auquel le patient n'a pas accès. Alors, la question est de savoir, mais comment une telle division du soi est possible? Dans le cas de la conscience de soi, pas de problème, nous la partageons. Dans le cadre de la réflexion, nous la partageons. Mais ce qui est très problématique, ce qui est une énigme, c'est l'altérisation et la réification du soi, au point que cet autre soi, je ne me reconnaisse pas dans ce soi. Un peu comme quelqu'un qui se verrait dans un miroir, c'est une expression que j'ai trouvée dans des articles, quelqu'un qui se regarderait dans le miroir et qui ne se reconnaîtrait pas. Ça, c'est le premier point qui me semblait nécessaire d'expliciter. Le deuxième point, avant leur articulation, concerne donc l'affectivité et ce qui se passe, je dirais, dans l'immanence de la conscience. Je dirais d'abord en première remarque que ce qui caractérise l'expérience intersubjective, c'est que les objets de cette expérience sont des objets, on va dire, intramondains, transcendants. Alors que ce qui va caractériser l'expérience délirante, au moins in statu nascendi, c'est-à-dire à l'état naissant, c'est une expérience pré-intentionnelle, une expérience pré-verbale. On pourrait dire aussi, oui, pré-verbale, ce sera plus simple. Antéprédicative, on pourrait dire aussi, mais peu importe. Une expérience pré-intentionnelle, pré-verbale, qui donc ne posséderait pas la structure noético-noématique de la conscience perceptive, donc, pour dire le plus simplement, qui ne posséderait donc pas la structure intentionnelle de la conscience perceptive ou de la conscience imageante ou de la conscience désirante. Prenons un exemple que nous avons évoqué tout à l'heure. Une joie immense m'envahit. Une joie immense envahit le patient. Cette joie n'est pas rapportée à un événement. Elle n'est pas rapportée à un objet transcendant. Elle est une pure affection. Et en tant que telle, si on suit donc l'interprétation par Joseph Parnas du phénomène, en tant que telle, elle est effectivement non seulement préverbale, mais elle est bien pré-intentionnelle. Préverbale, pré-intentionnelle, elle relève de la stricte sphère de l'immanence de la conscience. On peut donner le deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est une peur extrême qui envahit le schizophrène, le patient, et qui, curieusement, ne trouve que dans un second temps l'objet qu'il a suscité. De telle sorte que ce n'est que dans un second temps qu'elle prend une dimension intentionnelle, alors que, in statu nascendi, elle est pré-intentionnelle, pré-verbale. Et donc, ici, l'idée, c'est qu'il y a une expérience qui ressortit donc à la sphère d'immanence de la conscience, c'est-à-dire au cœur le plus intime de la subjectivité du patient. Alors, évidemment, ça
ça pose quelques difficultés d'un point de vue, j'ai envie de dire pour un phénoménologue un peu scolaire, parler de phénomènes non intentionnels, d'affectivité non intentionnelle. Vous connaissez tous la formule de Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. Et donc ça semble bizarre d'introduire l'idée d'une affectivité pré-intentionnelle, pré-verbale, mais surtout pré-intentionnelle. Puisque, en fait, l'intentionnalité constitue, semble-t-il, le b.a.-ba de la phénoménologie. Et ce qui m'a intéressé, c'est que, bien sûr, Joseph Parnasse, c'est l'école de Copenhague, c'est ça par cœur, c'est le recours à Michel Henry. Michel Henry, donc phénoménologue que vous connaissez peut-être, même sans doute, qui a développé ce qu'on peut appeler une phénoménologie de la vie, avec un V majuscule, une phénoménologie de la vie comme auto-affection. Et là, ça a été pour moi l'occasion de me replonger dans un grand ouvrage de Michel Henry qui s'appelle L'essence de la manifestation. Et c'est un ouvrage qui date de 63, qui était vraiment, c'est un gros pavé, c'est un peu gros. Mais il y a des distinctions tout à fait intéressantes que propose Michel Henry, et notamment une distinction entre affectivité et sensibilité. Et tandis que l'affectivité, pour Michel Henry, n'est affectée que par elle-même, alors qu'elle est par nature auto-affection, la sensibilité, en tout cas pour Michel Henry, est le pouvoir de sentir quelque chose par l'intermédiaire des sens. Autrement dit, alors que l'affectivité est ontologiquement première et non intentionnelle, la sensibilité pour Michel Henry relève d'une conscience intentionnelle qui vise un objet transcendant. Et donc on peut concevoir la joie, des émotions, la tristesse, mais aussi l'amour, la haine, comme des sentiments qui s'éprouvent eux-mêmes, qui relèvent de l'auto-affection ou de l'affectivité. Et de ce point de vue, pour Michel Henry, l'affectivité est l'essence de l'ipséité. Et c'est ici qu'on va faire le lien avec la notion de soi et d'ipséité. L'affectivité est l'essence de l'ipséité, c'est-à-dire du soi. Et qu'est-ce que c'est que être soi? Le soi minimal, le soi en dessous duquel, si je puis dire, on ne peut pas descendre. Le soi minimal, c'est tout simplement se sentir soi-même. Se sentir soi-même, comme dit Michel Henry, en tant que puissance originelle d'oscillation entre la souffrance et la joie. Et donc là, on a une conception qui est tout à fait intéressante, qui me semble, en réalité, Michel Henry est très opposé à Heidegger, il vomit Sartre, etc. C'est des conflits du XXe siècle. Water under the bridge, c'est passé. Mais bon, en fait, il ne faut pas s'arrêter à ces clivages qui sont, en fait, qu'on peut surmonter. Parce qu'il me semble que, en fait, ce que pense Sartre et ce que pense Michel Henry sont tout à fait compatibles. Mais comme la référence pour Parnasse, c'est Michel Henry, je garde Michel Henry. Et donc, cette idée d'un soi minimal, qui est une présence à soi, mais une présence à soi qui n'est pas formelle, qui n'est pas vide. C'est une présence à soi qui a un contenu affectif, qui peut être de l'ordre de la joie, de la souffrance, du plaisir, etc. Et maintenant, quel est le rapport avec, évidemment, le phénomène qu'on essaye d'élucider, à savoir le phénomène de comptabilité en partie double? Ben, je dirais que, dans le prolongement de cette description, il faut placer l'expérience délirante du côté de l'affectivité et de la sphère d'immanence. Et toutefois, ce qui donnerait naissance à l'expérience délirante, ce serait donc l'émergence au sein de l'immanence d'une altérité. La possibilité d'une forme d'étrangeté au cœur de l'immanence, de sorte que ce qui est éprouvé n'est pas intégrable, mais en défaut, la coïncidence à soi, et donne à ce moment-là le niveau donne le sentiment d'un autre niveau de réalité. Voilà. Ici, la thèse, qui me semble tout à fait intéressante, c'est qu'il faut essayer de saisir au cœur de l'affectivité, au cœur du soi minimal, ce que j'appellerais peut-être un événement affectif qui n'est pas intégrable, et qui est l'embryon, justement, de cette autre réalité, de cet autre niveau de réalité, qui est, bien sûr, le point de départ de la comptabilité en partie double.
Il y aurait donc ainsi, à la source de la comptabilité en partie double, il y aurait donc un événement affectif, un trouble de l'ipséité, un trouble self-hood, ipséité, donc du soi, hein, qui serait lié à l'affectivité, comme si soudainement le patient ne se reconnaissait pas dans ce qu'il éprouve et qui devient alors l'objet d'une réflexion permanente. Et là, je réintroduis l'idée d'hyperréflexivité. Ce qui arrive est l'objet d'une réflexion permanente et aussi l'objet d'une altérisation ou réification du soi. Voilà la thèse, si je puis dire, qui permettrait peut-être d'éclaircir en partie ce phénomène très très étrange de comptabilité en partie double, c'est-à-dire de double appartenance. Un monde privé, un monde commun. Quelques mots de conclusion. Quelques mots de conclusion. D'abord, ce qui me semble tout à fait intéressant dans ces considérations, c'est qu'elles permettent de mettre de côté toute approche de l'expérience délirante, de la schizophrénie, à partir du seul déficit de la perception de la réalité. En fait, c'est inadéquat. Ça ne va pas. Le phénomène de la comptabilité en partie double, me semble-t-il, suffit lui-même à discréditer l'idée d'un déficit semblable. Puisque précisément, le patient participe aux deux niveaux de réalité. Alors, la difficulté, c'est de saisir la genèse du délire et la genèse du phénomène de comptabilité en partie double, qui, évidemment, est une énigme et qui est difficile à cerner. Et donc ici, ce que je vous ai proposé, c'est de m'appuyer, bien sûr, sur les textes que j'ai cités, de l'école de Copenhague, qui nous ont permis de voir que la conscience délirante s'enracine dans une expérience spécifique. Et ça, je trouve que c'est une idée très intéressante. C'est que le délire, c'est pas du discours. C'est, au départ, c'est une expérience. Et c'est important, ce mot. Il y a un vécu. Un vécu qu'on essaye de saisir. Alors, peut-être que, en essayant de le saisir, on tombe dans de la métaphysique, dans des constructions. Ça, je ne tranche pas. C'est pour ça que j'ai parlé d'interprétation. Mais ce qui me semble intéressant, quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'expérience délirante, d'un vécu affectif, antéprédicatif, qui fonde le caractère tout à la fois privé, mais aussi le caractère incorrigible et inconséquent des convictions délirantes. Pourquoi incorrigible? Incorrigible parce que on ne peut pas contredire ce qu'on éprouve. Il en a été question ce matin. Quelqu'un vous dit « Mais non, tu as pas mal aux dents ». Non, j'ai mal aux dents. Et ça, on ne peut pas contredire. Et on comprend de ce point de vue l'incorrigibilité. Cette incorrigibilité qui tient donc au statut d'expérience, mais d'expérience non pas d'un objet intramondain, mais d'expérience au cœur même de l'immanence, au cœur même de la structure de la subjectivité. Et c'est pourquoi on comprend bien que Michel Henry ici soit sollicité, puisque Michel Henry est le phénoménologue qui a développé, j'ai envie de dire, toute une métaphysique de l'auto-affection et une métaphysique de la vie comme auto-affection. Alors, j'aurais une proposition à vous faire. C'est un livre dont certains d'entre vous avez entendu parler. C'est un livre de Bruce Begou qui s'intitule « Le concept d'ambiance ». Vraiment un très beau travail de phénoménologie qui date de 2020. Très très beau travail, vraiment je vous recommande. Et Bruce Begou, me semble-t-il, nous offre une distinction précieuse entre, d'une part, l'affectivité vitale, dont relève l'humeur de la personne, l'affectivité tonale, intersubjective, non intentionnelle, qui se rapporte à l'ambiance, à l'atmosphère qui règne dans un lieu, par exemple dans cette salle. C'est l'affectivité tonale. Et puis l'affectivité intentionnelle, qui renvoie au sentiment de mépris, de haine, d'amour, etc. Affectivité vitale, affectivité tonale, et affectivité intentionnelle. Et il me semble que c'est une très très précieuse et très belle description de l'affectivité. Parce que ce qu'on parle, c'est quelque chose, une petite pique à l'égard des psychanalystes, si vous me permettez, c'est que les psychanalystes parlent d'affect. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les affects. Puis il y a des affects qui se déplacent, etc. Ça, c'est des histoires de psychanalystes. Moi, je vous recommande Bruce Begou, sa distinction entre affectivité vitale, tonale et intentionnelle. Et il me semble que justement, pour revenir à mon propos, il me semble qu'on pourrait décrire la naissance du phénomène de comptabilité en partie double à partir
de ce que Bruce Begou appelle l'affectivité vitale et de son importance plus ou moins envahissante dans le cours d'une existence. On a évoqué ce patient schizophrène qui rencontre un vieil ami dans un parc d'attractions et qui est submergé tout d'un coup par un sentiment global d'intense bonheur. Là, on a un événement qui relèverait, dans le vocabulaire de Bruce Begou, qui relèverait effectivement de l'affectivité vitale. Et soudain, sur le chemin du retour, il est habité par l'idée qu'il est appelé à apporter la paix dans le monde. En d'autres termes, ce patient est comme frappé par une soudaine, je dirais, hypertrophie de l'affectivité vitale. Alors là, je m'éloigne un tout petit peu des textes de Joseph Parnasse et de l'école de Copenhague, mais je crois que je ne suis pas très loin. Ce qui me semble ici caractériser ce point de départ de la comptabilité en partie double et de l'expérience délirante, c'est justement une soudaine hypertrophie de l'affectivité vitale, phénomène incommunicable, auquel le patient donne un sens privé qui lui-même est difficile à communiquer, on peut dire incommunicable, et qui serait donc à l'origine, ce serait donc ce phénomène qui serait à l'origine de ce processus d'altérisation ou d'étrangérité, mais je préfère d'altérisation du soi, au terme duquel le patient se sent étranger à lui-même. Et dès lors, le patient est comme une personne, je reprends cette belle image, le patient devient comme une personne qui se regarde dans le miroir et qui ne s'y reconnaît pas. Je vous remercie.